Extermination programmée des populations locales, donner le Kivu au Rwanda, éclatement de la RDC, édition spéciale, mercredi 31 mai, après le journal de 19h, avec Charles Onana, auteur du livre Holocauste au Congo, pourquoi la communauté internationale n'en parle pas. Rediffusion mercredi 31 mai après le journal de minuit, jeudi 1er juin après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. Holocauste au Congo est le titre de son livre. L'omerta de la communauté internationale en est le sous-titre. La France est-elle complice ? Et l'autre question qu'il se pose, car des questions, il y en a beaucoup. L'auteur Charles Onana, on parle d'un livre, nous vient du Cameroun. Il fait préfacer l'ancien ministre français de la Défense, Charles Million. Monsieur Charles Onana, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Thierry Kamboudi, bonjour. Bonjour Christian Moussakono, bonjour Monsieur Onana. Bonjour. Je ne suis pas seul pour vous faire cet entretien sur un livre, un ouvrage pour réhabiliter la vérité historique. Ça, ce sera ma question. La première, faire mieux connaître les faits ou soulever les responsabilités. Je pense tout cela en même temps parce que le but de cet ouvrage était d'abord de rompre le silence qui entoure les millions de morts au Congo. Et ce silence est assourdissant parce que ça fait presque 30 ans maintenant que le Congo a été submergé par un afflux de réfugiés venant du Rwanda sur son territoire. Et à l'époque, beaucoup de gens, que ce soit des organisations non gouvernementales ou même certains chercheurs, disaient que le Congo était victime de dégâts collatéraux venus du Rwanda. Et à l'analyse, je me rends compte qu'il n'en est rien. Ce n'était pas du tout un dégât collatéral que subissait le Congo avec cet afflux de réfugiés. C'était tout simplement un plan de déstabilisation du Congo et une volonté de prendre le contrôle non seulement des richesses du Congo, mais également le pouvoir à Kinshasa. Un plan concocté par qui ? Mais c'était un plan qui a été, je crois, conçu par des grandes puissances, notamment les États-Unis et le Rwanda et l'Ouganda, puisque vous le savez très bien que la crise a commencé par le Rwanda. Et ceux qui ont pris le pouvoir au Rwanda venaient de l'Ouganda, c'est-à-dire Paul Kagame et ses troupes étaient des éléments de l'armée régulière ougandaise. Et ils avaient aidé Museveni à prendre le pouvoir en 1986. Et après cette période-là, ils ont décidé maintenant de prendre le pouvoir et de renverser le président Habyarimana en 1994. 2 ans après, eh bien, ils ont décidé de rentrer sur le territoire congolais pour renverser le maréchal Mobutu. Donc tout cela était effectivement organisé, programmé, et j'apporte aujourd'hui des éléments de preuve pour le démontrer. Donc, quand vous dites plan, quand Paul Kagame, avant il y en avait un autre, je ne sais plus, Fred Rugema, était en Ouganda, on les a armés, non seulement pour prendre le Rwanda qu'ils voulaient déjà récupérer depuis des années, mais aussi pour entrer au Congo. Oui, parce que vous savez, en réalité, le Rwanda est un petit pays pauvre, très enclavé, qui ne se suffit pas à lui-même, manifestement. Et puis surtout, ceux qui ont pris le pouvoir au Rwanda en 1994, c'est-à-dire Paul Kagame et ses troupes, occupaient déjà des postes de responsabilité en Ouganda. Paul Kagame était responsable des services de renseignement militaire en Ouganda, donc il ne pouvait pas venir au Rwanda pour occuper des postes subalternes. Donc ce qui s'est réellement passé, c'est que le Congo était en fait l'objectif final de cette opération et le Rwanda était la principale porte d'entrée. C'est-à-dire que pour occuper le Congo, s'emparer de ses ressources, il fallait avoir une vraie porte d'entrée et la vraie porte d'entrée, c'était le Rwanda. Manifestement, peu de gens l'ont compris à cette époque-là. Même le maréchal Mobutu ne l'avait pas compris très rapidement. Il pensait simplement que la communauté internationale, bien qu'ayant exercé des pressions sur lui depuis 1993, où il avait été interdit de séjour aux États-Unis, il avait l'impression tout simplement que c'était un désaccord entre lui et les grandes puissances, parce qu'après avoir été soutenu pendant 32 ans de pouvoir, il n'imaginait pas qu'il allait être, je dirais, lâché de cette manière-là, sans élégance. Donc tout ce qui s'est passé entre le départ forcé du président Habyarimana, le génocide, les conséquences de l'après-génocide, est selon vous un plan conçu par les Occidentaux contre le Congo?
Écoutez, ce n'est même pas moi qui le dis. Moi, j'ai essayé de comprendre. Vous savez, quand vous faites de la recherche, vous êtes obligé de confronter des éléments d'information. Et pour le coup, je ne suis pas allé chercher dans les poubelles ou dans des endroits inférieurs. Je suis allé chercher dans les archives de l'Élysée auxquelles j'ai pu avoir accès. J'ai consulté également les archives du président Bill Clinton. Et puis, j'ai eu accès aux archives confidentielles de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, c'est déjà quand même un cocktail suffisamment explosif. Tout y est dit clairement. Oui, oui, bien sûr. Tout y est dit clairement. Tout est dit que en 94 ou avant 94, il faut mettre en place un mécanisme pour envahir le Congo. Ça se passe. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, il y a les politiques, ils tiennent un discours public. Et quand vous retrouvez des documents confidentiels ou un certain nombre de documents officiels, vous trouvez qu'il y a des choses qui sont contraires à ce qui est dit publiquement. Par exemple, le président Bill Clinton avait signé un arrêté en 1994 dans lequel il considérait que la tragédie du Rwanda était extrêmement grave et méritait, n'est-ce pas, une mission humanitaire. Sauf que les Nations Unies avaient créé l'opération Turquoise, qui était une mission humanitaire dans laquelle tous les pays du monde pouvaient participer. Et les États-Unis, à l'époque, ont refusé de participer à l'opération Turquoise. Et on n'a pas bien compris pourquoi. Sauf que au mois de juillet, c'est là que le président Bill Clinton donc publie son décret, rend son décret, et qui parle d'une mission humanitaire au Rwanda. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a plus personne au Rwanda. C'est-à-dire que Paul Kagame a pris le pouvoir le 12 juillet. Donc, l'ensemble des réfugiés ou des populations indésirables au Rwanda avaient traversé la frontière et se retrouvaient à l'est du territoire zaïrois. Et vous ne pouvez pas aller faire une mission humanitaire dans ces conditions au Rwanda. C'est plutôt au Congo qu'il faut aller faire. Quel était le but de cette mission? Mais c'était une mission humanitaire. Le but, c'était d'aller faire une mission humanitaire. C'est ce qu'il disait. Mais quand moi, j'ai consulté les documents d'archives, notamment du Pentagone, sur cette mission, qui était intitulée, qui avait pour nom de code l'opération Support Hope, soutenir l'espoir. Mais finalement, je me suis rendu compte que l'opération Support Hope, donc dirigée par l'armée américaine, par le Pentagone, s'est déployée en Ouganda. Et donc, pendant plusieurs mois, cette opération avait envoyé effectivement des forces spéciales, des gens qui participent à la lutte anti-insurrectionnelle. Et puis, il y avait tout un dispositif qui était avec des éléments de services de renseignement qui était quand même très important. Et au bout de quelques mois, ces armes sont renvoyées au Rwanda. C'est-à-dire, il y avait un arsenal militaire très important avec les éléments des forces spéciales et des forces de renseignement qui sont repartis au Rwanda. L'attaché militaire qui était basé à Kinshasa a quitté son poste à Kinshasa pour aller effectivement au Rwanda former d'après ce qu'ils disent lui-même, il formait effectivement les soldats et les militaires rwandais. Le ministre de la Défense de Paul Kagame, le général Habyarimana, m'a confirmé effectivement que plusieurs agents des services de renseignement américains s'étaient déployés effectivement au Rwanda pour les soutenir. Et j'ai pu avoir les rapports du Pentagone qui donnaient les dates. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, les membres des services de renseignement américains ont formé effectivement les officiers rwandais. Et lorsque les membres du Congrès américain ont demandé au président Clinton quelles étaient les raisons de cette présence au Rwanda, est-ce que les troupes américaines avaient quelque chose à voir avec ce qui se passait au Congo? Eh bien, le président Clinton n'a jamais répondu à cette question. Et pourquoi il n'a pas répondu? Parce que dans les rapports du Pentagone, et surtout, et ça c'est le plus important, ce sont les lettres du secrétaire d'État à la Défense, Monsieur William Perry, les lettres qu'il a adressées à Paul Kagame lui-même. Il lui dit que vous avez demandé au gouvernement américain de soutenir vos militaires. On a mis le paquet pour le faire et nous pensons que d'ici à l'année prochaine, eh bien tout sera fait. Et quand il dit d'ici à l'année prochaine, en fait, moi j'ai demandé à d'autres experts militaires neutres
qui ne sont pas mêlés à ces affaires-là, combien de temps faut-il pour réussir une opération comme celle qui a été réussie pour la chute du maréchal Mobutu? Ils m'ont dit 2 ans. Eh bien, 2 ans correspond exactement au temps qui a suffi à préparer de 1994 à 1997 la chute du maréchal Mobutu. Donc, en réalité, cette opération initiée par le président Bill Clinton avait pour objectif de préparer des officiels rwandais à envahir le Congo et à faire tomber le régime Mobutu. Bien sûr, mais vous savez, Monsieur Bill Richardson, à l'époque, j'en avais discuté avec Monsieur Honoré Ngwanda, qui était le conseiller spécial du président Mobutu, qui m'a expliqué quelle a été la teneur du message que le président Clinton avait adressé au maréchal Mobutu à travers son envoyé spécial, Monsieur Bill Richardson, qui lui a dit, et ça, je pense que beaucoup de Congolais s'en souviennent, si vous ne quittez pas le pouvoir, votre cadavre risquera de traîner dans les rues de Kinshasa. Eh bien, je publie pour la première fois la lettre que le maréchal Mobutu a écrite au président Bill Clinton en 1996 dans ce livre, parce que, et c'est là que j'ai eu beaucoup de peine en lisant cette lettre, parce qu'on comprend dans cette lettre que le maréchal Mobutu ne comprend pas au moment où il écrit cette lettre que c'est le président Bill Clinton est en train de préparer sa chute. Donc il pense peut-être qu'il peut discuter, négocier, puisqu'il demande au président Bill Clinton l'aide pour ce qui se passe à l'est du pays. Tout ce que vous affirmez, on peut le lire dans les documents que vous publiez dans le livre? Bien entendu, c'est pour cette raison que j'ai rendu public ces documents. Ce ne sont pas des documents que Charles Nana a fabriqués, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai posé dès le départ les sources à partir desquelles j'ai travaillé. Donc, quand vous avez les documents du Pentagone, les rapports de la CIA et les rapports de l'Élysée, les documents confidentiels de l'Union européenne, je crois qu'il n'y a pas plus simple à comprendre ce qui se passe quand vous lisez ces documents. Alors, vous parlez de soutien de Bill Clinton, soutien d'Obama, puis de Sarkozy, documents CIA, Pentagone, White House, Maison-Blanche, Élysée et Union européenne, mais au-delà du sous-titre de votre livre, l'Omerta de la communauté internationale, on peut le comprendre, elle n'aurait aucune envie de faire savoir exactement ce qu'elle a fait. Pourquoi un point d'interrogation à côté de la France complice? Parce que la position de la France est très curieuse dans cette histoire. Vous savez que la France a été fortement mise en cause par Paul Kagame pour un prétendu soutien aux génocidaires. Évidemment, j'ai publié un livre qui montre que les accusations qui ont été portées contre la France sur la question de l'opération turquoise étaient fausses, parce que même le gouvernement américain à l'époque avait fait des enquêtes sur le fait qu'on affirmait que les Français avaient livré des armes aux génocidaires, etc. D'ailleurs, le terme génocidaire, qui est un terme globalisant, ne veut rien dire, parce que les bébés, dans ce cas, étaient des génocidaires, les femmes enceintes étaient des génocidaires, les vieillards étaient des génocidaires. Enfin, ce discours générique qui a consisté à culpabiliser l'ensemble des populations autour du Rwanda est connu aujourd'hui comme une fake news, c'est-à-dire une fausse information. Et donc, à l'époque, les accusations portées contre la France avaient simplement vocation à neutraliser le gouvernement français dans toute tentative de velléité à apporter un soutien au maréchal Mobutu, parce que, comme vous le savez, à la fin de son règne, le seul soutien dont bénéficiait le maréchal Mobutu, c'est celui du président Chirac, oui. Et donc, il se trouve donc à ce moment-là une chose très étrange. Parce que quand l'opération turquoise est montée, il y a en France ce qu'on appelle effectivement le régime de cohabitation. C'est-à-dire que le Premier ministre Édouard Balladur était de droite et François Mitterrand était de gauche. Donc, ils n'étaient pas d'accord sur la façon de gérer le dossier rwandais. Et le Premier ministre Édouard Balladur avait voulu que l'opération turquoise soit basée à Goma. Ce qu'il n'avait pas compris et qu'il ne savait pas, c'est que Goma était effectivement l'aéroport qui allait devenir plus tard le point central de trafic des minerais de la République démocratique du Congo. Or, en installant l'opération turquoise à Goma, ce que redoutait ceux qui avaient soutenu Kagame, c'est que, évidemment, les Français restent là pendant longtemps. Donc, si le président Mobutu demandait aux Français de rester là et de soutenir militairement le Zaïre, eh bien, tous les efforts qui avaient été faits pour mettre Kagame au pouvoir allaient trouver effectivement leurs limites. Donc, c'est à ce moment-là que
une puissante campagne a été déclenchée par les officines de communication du FPR et de Paul Kagame pour attaquer et accuser la France d'être en train de livrer les armes. Et je découvre donc dans les archives du président Clinton que George Moose, qui était le secrétaire d'État chargé des affaires africaines, avait diligenté une enquête auprès de la NSA, l'Agence nationale de sécurité. De sécurité de renseignement, et puis aussi de la CIA. Tous, même le renseignement, la DIA, le renseignement militaire américain, ils avaient tous fait des enquêtes pour savoir si les Français livraient des armes aux Hutus au Rwanda. Eh bien, lui-même, il dit dans son mémorandum qu'ils n'ont trouvé aucune information attestant que les Français livraient des armes. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que la France, parce qu'on le voit jusqu'aujourd'hui, la France semble plus clémente avec le Rwanda que tout le monde. Est-ce qu'on peut encore dire que comme le monde, après la Deuxième Guerre mondiale, l'était avec les Juifs, la France doit l'être avec le Rwanda, coupable de n'avoir rien fait ou d'avoir été complice de ceux qui ont participé au génocide? C'est ce que le comportement de la France laisse entendre. Vous semblez dire le contraire. Non. C'est-à-dire que, en fait, quand on dit la France, on n'est pas très précis. Moi, j'essaye d'être précis dans le livre et vous aurez remarqué que il y a 2 chefs d'État français qui sont présentés dans le cahier photo qui est publié dans le livre. C'est Monsieur Emmanuel Macron et Monsieur Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est de notoriété publique. En 2010, lors d'une conférence des ambassadeurs, il avait dit que les Congolais devaient partager leurs richesses avec le Rwanda. Il l'a dit à Kinshasa, devant le Parlement réuni en congrès. Bon, voilà. Et donc, les Congolais ont été outrés par ce type de déclaration. Je me souviens que je me suis posé la question de savoir si on pouvait demander à Monsieur Sarkozy de partager les richesses de la France avec la Grèce ou le Portugal. Est-ce que les Français seraient d'accord avec ce type de lecture? Et comment on peut donc avoir la prétention d'aller dire aux Français, aux Congolais, ce qu'ils doivent faire avec leurs richesses? Et jamais, à aucun moment, on a vu Monsieur Sarkozy critiquer Paul Kagame. Au contraire, il s'est rapproché beaucoup de Paul Kagame et il a fini par dire que le Rwanda était devenu le partenaire stratégique de la France. Et tout cela, après s'être rendu au Rwanda, faire quelques génuflexions devant Kagame, en implorant le pardon de la France en tant que président de la République. Et je me souviens qu'en 94, le même Nicolas Sarkozy était porte-parole du gouvernement français et il disait que la France était bien comportée. Oui, l'opération. Donc 2 Sarkozy. Donc le Sarkozy qui dit que la France est coupable et il va demander pardon, et celui de 94 qui dit que la France est bien comportée. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé justement? Vous le dites dans le livre. Ce qui a changé, c'est que le président Jacques Chirac n'avait pas eu cette attitude-là. Jacques Chirac était resté très distant vis-à-vis de Kagame par rapport à toutes ces déclarations incendiaires contre la France et contre les militaires français. On a vu également que sous François Hollande aussi, c'était également la même posture, c'est une posture de neutralité, de distance raisonnable, mais ceux qui ont enfilé en quelque sorte le treillis de militants pro Kagame, c'est le président Sarkozy et c'est le président Macron. On a vu également le président Macron, tout comme d'ailleurs le président Sarkozy, mais de façon encore beaucoup plus démonstrative, je pourrais dire. Quand il s'est rendu à Kinshasa, dernièrement, quasiment sermonné le chef de l'État congolais sur la gestion des frontières de son territoire, c'est quand même, bon, ça s'est terminé par une altercation, ce qui est quand même un événement exceptionnel qu'on n'a pas vu depuis les indépendances de l'Afrique, entre surtout les indépendances du Congo, entre un chef d'État français et un chef d'État congolais. D'où ma question, est-ce qu'aujourd'hui, après tout ce qui s'est dit autour de la dernière visite de Monsieur Macron à Kinshasa et que vous décrivez, la RDC peut-elle encore
compter sur la France dans ce conflit qui l'oppose au Rwanda? Non, certainement pas. La RDC, je crois qu'il serait naïf pour les dirigeants congolais de compter sur la France, de compter même sur ce que j'appelle la communauté internationale ou sur l'Europe de manière générale. L'Union européenne est, je dirais, l'institution la mieux informée de ce qui se passe au Congo, puisque elle envoie depuis plusieurs années maintenant des émissaires, des experts, des spécialistes du renseignement, mais aussi l'envoyé spécial de l'Union européenne, M. Ado Ayello. Je rends public un certain nombre de rapports confidentiels de M. Ado Ayello après ses missions à Kinshasa, et on constate que ce qui est dit dans les rapports confidentiels n'a absolument rien à voir avec ce qui est rendu public. Donc, par exemple, lorsque le représentant spécial, M. Ado Ayello, dit que Laurent Nkunda est quelqu'un qui doit être arrêté, poursuivi pour avoir commis des crimes contre l'humanité au Rwanda, mais vous n'avez pas vu une mobilisation de l'Union européenne de manière générale ou des médias européens contre Laurent Nkunda. On a plutôt vu M. Louis Michel aller quasiment s'accroupir à côté de Laurent Nkunda pour lui parler, comme si M. Laurent Nkunda était le chef de l'État congolais. Mais qu'est-ce qui explique cela? Vous dites dans votre livre justement que d'une part, la posture de l'Union européenne en public est d'essayer d'amadouer le Rwanda, alors que tous les rapports de ces experts, de ces enquêteurs, chargent plutôt le Rwanda dans le conflit qui l'oppose à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui explique cette double posture de l'Union européenne? La première, c'est que, je crois que vous avez évoqué un peu en début d'émission, c'est que tout le monde a soutenu Paul Kagame en 94 en disant que Paul Kagame, ses troupes étaient victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Sauf que là, pour le coup, ce sont les Tutsis de l'armée de Paul Kagame qui vont envahir le Congo, qui massacrent les populations civiles au Congo, qui commettent des viols massifs contre les femmes congolaises, alors que les Congolais n'ont jamais rien fait aux Rwandais. Au contraire, les Congolais ont accueilli les Rwandais à la suite de leur guerre en 1959. Ils ont accueilli les Tutsis sans aucun problème. En 94, ils ont encore accueilli, malgré les difficultés, les capacités d'accueil qui étaient insuffisantes au Congo. Les Congolais ont accueilli des millions de Rwandais chez eux. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'on vienne payer, on vient faire payer très cher aux Congolais leur générosité? Ça, c'est quelque chose que la communauté ou les Européens doivent expliquer. La deuxième chose, je crois, c'est que, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, comme il était prévu que Paul Kagame allait être celui qui allait, je dirais, à peu près administrer le Congo après la chute du maréchal Mobutu, eh bien, personne n'a envie de dire aujourd'hui à Paul Kagame que ce que vous faites au Congo est d'abord une violation des conventions internationales. Il n'y a aucune loi qui dit que vous devez envahir le pays voisin. C'est même d'ailleurs contraire à ce qu'on appelle aujourd'hui la notion de l'intangibilité des frontières a été la colonisation. Un principe cher à l'Union africaine. Mais il est allègrement violé et tous les jours, et personne ne veut parler de ça. On fait comme si, on a entendu Paul Kagame dire récemment au Bénin qu'il revendique des terres au Congo. Mais il y a personne qui a, ni au niveau international, ni au niveau européen, qui a considéré que c'était une attaque claire contre la souveraineté du Congo. Donc, cette attitude vis-à-vis du Rwanda vient effectivement de cette double posture de l'Union européenne qui, d'un côté, a soutenu Paul Kagame pour la création d'un tribunal pénal international pour les crimes commis au Rwanda en 1994. Et aujourd'hui, puisque c'est leur même Paul Kagame qu'ils ont soutenu en 1994, qui commet des crimes et des atrocités avec ses troupes en République démocratique du Congo, ils sont embarrassés de devoir maintenant déposer des plaintes contre lui ou de le stigmatiser et le pointer du doigt, alors même que plusieurs rapports des Nations Unies attestent que c'est Paul Kagame et ses troupes qui sèment la mort et la terreur au Congo. Est-ce qu'on va y arriver à ces condamnations internationales? Est-ce qu'un jour
jour on va arrêter d'être... Est-ce que vous pensez que l'Union européenne et cette communauté internationale, encore que ce soit un qualificatif fourre-tout, va se retourner contre Paul Kagame comme elle s'est retournée contre Mobutu? Mais bien sûr, mais d'abord parce que quand et comment? D'abord, il faut que ce soit les Congolais qui se retournent les premiers. Parce que là, pour le moment, on a besoin que les Congolais, on souhaite, enfin, c'est ce qui m'est dit par plusieurs diplomates occidentaux, me disent que, Monsieur Onana, ce que vous faites est bien, mais il faut que les Congolais portent... Quel Congolais? Le gouvernement semble plus tous les Congolais. offensif que le jamais. Gouvernement congolais doit se... J'ai entendu le président Tshisekedi dire, par exemple, que il fallait cesser toute collaboration ou discussion avec le M23. C'est une bonne attitude, mais je suis surpris que les membres de son gouvernement n'embrayent pas pour dire la même chose avec beaucoup plus de vigueur encore. Donc, je ne comprends pas que lorsque à l'époque, lorsque le gouvernement congolais a autorisé ou accepté l'entrée des troupes de l'EAC, dont les troupes de Est africaines au Congo, moi j'ai considéré que c'était une erreur d'appréciation. Pourquoi? Parce que les membres de l'EAC certains des membres de l'EAC sont à la base du drame du Congo. Les troupes de certains membres de l'EAC ont commis des crimes et des atrocités au Congo. Donc vous citez l'Ouganda, le Burundi. Oui. Aujourd'hui, le président Tshisekedi dit que ceux qui sont les plus aptes au travail dans cette communauté EAC, c'est le Burundi. Oui, mais parce que le régime burundais a changé. Mais ce n'est pas parce que le régime burundais a changé qu'on doit accepter de façon globale cette situation. Parce que on a déjà demandé des comptes aux éléments de l'armée burundaise qui ont participé à la déstabilisation du Congo. Les Congolais doivent demander des comptes. Et si aujourd'hui il y a un nouveau président qui est beaucoup plus conciliant et qui considère que ce qui est en train d'être fait au Congo est inacceptable, bon, ce n'est pas une raison nécessairement pour accepter le Burundi, parce que d'ailleurs, pourquoi ne pas accepter l'Ouganda et pourquoi ne pas accepter le Rwanda? Donc, j'ai considéré que tactiquement, c'était une mauvaise affaire, et je suis ravi de constater qu'au bout de quelques mois de présence inefficace et insignifiante sur le territoire congolais, pendant que le M23 continue de porter le fer au feu, eh bien, les autorités congolaises sont arrivées à la conclusion que les forces est-africaines n'ont pas vocation à rester là-bas. Vous dites les Congolais doivent faire plus. L'armée, longtemps sous embargo, un embargo qui disait pas son nom, il est clair qu'aujourd'hui, l'armée congolaise n'est peut-être pas en mesure de faire face seule. Qu'est-ce que les Congolais doivent faire de plus que ce qu'ils font déjà? Les Congolais doivent se débarrasser des gens qui sont dans l'armée congolaise, qui ont été mixés en 2004-2005 par l'Union européenne, où on leur a demandé de mettre dans les FARDC, les forces armées congolaises, des gens qui venaient du Burundi, du Rwanda, etc., qui sont devenus du jour au lendemain des Banyamulenge. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai découvert ça d'ailleurs dans les rapports de l'Union européenne. Oui, mais les Banyamulenge se considèrent comme Congolais d'origine. Vous avez des Banyamulenge historiques et vous avez des Banyamulenge de circonstances. Vous y consacrez même un chapitre. Bon, j'ai découvert, par exemple, et ça, c'est pas moi qui le dis, et ça devrait être l'objet d'un débat national au Congo. Je découvre, par exemple, que Laurent Nkunda, dont on parlait tout à l'heure, qui était devenu une célébrité, une star, chef de guerre, criminel de guerre au Congo, courtisé par Monsieur Obasanjo, Louis Michel et tout le petit gratin de la politique internationale. Eh bien, un rapport de 10 pages de la MONUC dit que Monsieur Laurent Nkunda n'est pas congolais. Il est rwandais. Il est rwandais, et c'est pour cette raison qu'il est rentré chez lui. Et comment il est devenu congolais? Monsieur Laurent Nkunda était sergent dans l'armée rwandaise. Il se retrouve général dans l'armée congolaise sur la base, le fondement d'un décret de Joseph Kabila, lui-même étant issu de l'armée rwandaise. Mais tout cela est quand même terrible pour les Congolais. Et je découvre aussi que le monsieur Ado Ayelo, c'est lui qui dit à Joseph Kabila de déchoir Laurent Nkunda de son grade de général et de le poursuivre pour les crimes commis au Congo. Donc, aujourd'hui, l'armée congolaise n'a pas que les officiers qui ont été formés dans les grandes écoles militaires. L'armée congolaise a aujourd'hui dans ses rangs des gens qui sont des parfaits criminels de guerre, et
aussi des gens qui viennent des pays dont on ne sait exactement pas d'où ils sont originaires. Donc, cette situation dramatique que vit l'armée congolaise rend l'armée congolaise inefficace dans ses opérations. Parce que les gens qui ne sont pas, qui n'ont pas le Congo, qui ne portent pas le Congo au cœur, ne vont pas aller défendre les femmes congolaises qui sont violées, ne vont pas défendre les populations congolaises qui sont massacrées. Mais donc il faut aujourd'hui qu'on fasse le ménage pas seulement dans l'armée congolaise, mais dans tous les services de sécurité du Congo. Parce que c'est de ça dont il est question. Je sais que c'est un débat presque tabou au Congo, mais moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt au Congo, donc je peux me permettre de le dire si ça peut aider les Congolais à ouvrir un débat sur cette question, qui est un débat quand même central parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté nationale. Monsieur Onana, les guerres de Kagame et Banyamulenge en RDC, Ruberwa, Mutebusi, Nkunda, Batoire et M23, quel est selon vous le rôle que les Ruberwa, Mutebusi ont joué dans cette histoire? Mutebusi, c'est quand même... non, Robert Roy d'abord. Les accords de Sun City ont fait de M. Robert Roy vice-président de la République démocratique du Congo, chargé des questions de sécurité. Et M. Robert Roy, pendant cette période-là, à aucun moment, c'est-à-dire qu'au moment où les gens de l'Union européenne considèrent, enfin, les hauts fonctionnaires de l'Union européenne considèrent que M. Laurent Nkunda et Mutebusi sèment la mort en République démocratique du Congo, le vice-président chargé de la sécurité, issu d'un mouvement rebelle, le RCD, se dit Banyamulenge, n'a jamais arrêté ces gens ou n'a jamais fait diligenter des enquêtes pour identifier les crimes qui ont été commis par ces personnes. Mais donc, pour moi, c'est très... Est-ce qu'on peut le reprocher à Azarias Ruberwa alors que jusqu'aujourd'hui, personne ne l'a fait? Non, mais écoutez, si on met tout le monde sur le même pied d'égalité, on dit tel n'a pas fait... Non, M. Ruberwa était au pouvoir au moment où les crimes les plus atroces se commettaient au Congo. Oui, mais... Bon, attendez. Oui, l'histoire retient aussi, et c'est pour ça que le M23, la première crise du M23, et c'est ce que la première crise du M23 a mis au jour, que de cette fin de guerre, après l'accord de Sun City qui a fait du 1+4, plus les élections de 2006 et autres, tout ce temps-là, l'armée rwandaise est restée maîtresse de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce qu'un vice-président, fût-il responsable de la sécurité dans un pays qui savait qu'il était en intelligence, on va dire, c'est aussi ce que vous disiez à l'époque, avec le Rwanda, pouvait se permettre pareille enquête? Alors, ça, c'est... Vous posez là une question qui mérite un débat national. Comment le Rwanda peut agir sur le territoire congolais face à des gens qui se réclament être des Tutsis congolais sans que ces Tutsis congolais luttent pour mettre le Rwanda hors du territoire du Congo? Comment peut-on accepter que des gens qui disent qu'ils sont congolais, eh bien, laissent des gens qui se disent eux-mêmes Tutsis congolais massacrer les Congolais qui ne leur ont rien fait? Mais milliers. La réponse est justement dans le fait que jusqu'au M23, jusqu'au moment où on parlait de faire sortir ces soldats congolais hier rebelles ou les éloigner de l'Est de la République démocratique du Congo, ce qui a fallu tous les derniers conflits, c'était toujours le Rwanda à la manœuvre. Oui, mais le Rwanda n'agit pas seul. Si le Rwanda soutient le M23, vous avez constaté que les Nations Unies ont constaté que le Rwanda a soutenu le RCD de M. Azarias Ruberwa, que le Rwanda a soutenu le mouvement de Laurent Nkunda, que le Rwanda a soutenu M. Mutebusi, et que ces gens-là ont commis des atrocités en République démocratique du Congo. Pourquoi les Congolais ont-ils peur de mettre ces gens, de demander des comptes à ces gens qui sont aujourd'hui reconnus dans les rapports de l'Union européenne comme des gens qui ont commis des crimes? On devrait les traduire en justice? Mais bien entendu, mais enfin, écoutez, M. Ado Ayelo a demandé que des poursuites soient diligentées contre M. Nkunda. M. Mutebusi, on nous a dit que M. Mutebusi, il est mort au Rwanda. Mais est-ce qu'on a demandé un certificat de décès pour savoir? Parce qu'une action judiciaire s'estompe avec la mort de l'individu. Est-ce que les autorités congolaises ont demandé
un certificat de décès de monsieur Moutebuzi. Aujourd'hui, d'ailleurs, encore, pour toutes ces personnes qui sont aujourd'hui encore en République démocratique du Congo, qui ont dirigé des rébellions, qui ont commis des atrocités sur le territoire, mais pourquoi des plaintes ne sont pas déposées contre ces personnes pour qu'au moins les victimes congolaises puissent avoir un espoir que les crimes qui ont été perpétrés contre leur famille puissent avoir un début de réponse. Monsieur Onana, revenons à ce que vous décrivez ici, le schéma. Paul Kagame formé aux États-Unis, puis arrivé par l'Ouganda, il prend le pouvoir au Rwanda. Aujourd'hui, vous dites qu'il occupe à travers ses troupes la République démocratique du Congo où il sème la mort pour exploiter les richesses minières de la République démocratique du Congo avec des multinationales anglo-saxons, vous dites. Comment ça se passe? Comment vous décrivez cela très exactement et comment vous expliquez le silence des Nations Unies et de l'Union européenne et de tous qui connaissent la situation, qui savent comment la République démocratique du Congo dans sa partie Est est pillée avec la complicité des Occidentaux? Bon, on a affaire à une situation, je crois que c'est l'une des situations les plus dramatiques que l'Afrique ait connues depuis les indépendances. On se retrouve devant une situation où le peuple congolais aujourd'hui n'a même pas le droit de pleurer ses morts. Le peuple congolais n'a pas le droit de se plaindre, d'après l'attitude qui est affichée vis-à-vis du peuple congolais. Kagame, il faut savoir que dans la question que vous posez, le coltan, qui sert aujourd'hui à la fabrication des téléphones portables, des ordinateurs, etc., les batteries, est un produit stratégique de la défense des États-Unis depuis 1942. Ouais. Et les États-Unis savent que le coltan est dans le sous-sol congolais depuis longtemps. J'ai vu un certain nombre de documents d'archives qui répertorient quasiment tous les minerais qui se trouvent dans le sous-sol du Congo aux États-Unis. Ils ont répertorié toutes les thèses, toutes les études qui ont été faites, que ce soit par des ingénieurs congolais ou des ingénieurs étrangers. Ils ont répertorié tout cela au sein du département d'État. Ils ont toutes ces informations. Donc, ils le savent. La deuxième chose aujourd'hui, c'est que le cobalt qui sert à la fabrication des voitures électriques. Le cobalt est aujourd'hui, le Congo est aujourd'hui le premier producteur mondial de cobalt, avec plus de 70% de production et des réserves les plus importantes du monde. Et donc, les experts considèrent que le cobalt, la demande de coltan a triplé depuis 2011. Et cette demande va progresser jusqu'en 2030 au moins. C'est-à-dire que toutes les entreprises et les États qui peuvent se procurer le cobalt vont avoir des milliards et des milliards de dollars ou en euros dans les 10-15 prochaines années. Et cela ne peut être exploité qu'avec le Rwanda. C'est au Congo. Pourquoi est-ce que ne pas trouver d'interlocuteur congolais pour se faire? C'est exactement ce que j'étais donc en train de dire quand je disais que c'est les Congolais qui doivent très rapidement se mobiliser pour d'abord bouter les envahisseurs hors de leurs frontières. Oui, ça on va le dire, mais je voudrais comprendre le schéma. Comment ça se passe exactement? Comment ces minéraux sont pillés et exploités avec les minéraux sont pillés la complicité des... Toutes ces rébellions qui ont été... le terme rébellion, je crois qu'il est dépassé. Il n'est même pas approprié par rapport à la situation du Congo. Il s'agit de troupes ou de milices formées par le Rwanda, financées et soutenues par le Rwanda, qui entrent en République démocratique du Congo. Puis, vous savez, j'avais eu un proche de Paul Kagame, un officier, qui m'a expliqué à l'époque, quand James Kabarebe est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise, je ne crois pas qu'il y a eu dans l'histoire du Rwanda un Congolais qui est devenu chef d'état-major au Rwanda. Mais il m'expliquait que à l'époque, quand il venait d'arriver, il venait piller le diamant
ils rentraient avec des cargaisons de diamants au Rwanda, et une fois qu'ils avaient vendu ces cargaisons de diamants, ils renvoyaient une partie de l'argent au Congo pour venir corrompre les gens au Congo pour pouvoir continuer à piller les richesses. Donc, en fait, le Congo non seulement est volé de ses minerais par le Rwanda à travers les réseaux clandestins, mais en plus de cela, une fois que c'est fait, on vient encore avec l'argent des Congolais corrompre les Congolais pour qu'ils cèdent de plus en plus leurs minerais à ceux qui viennent les voler et les piller. Aujourd'hui, ces multinationales sont de quelle nationalité? Mais vous avez des multinationales australiennes, canadiennes, américaines. Tout est documenté. Mais bien entendu, mais vous savez, il y avait par exemple l'AMFI, donc l'American Mineral Field, qui avait accompagné Laurent Désiré Kabila. C'est une entreprise qui vient du fief du président Bill Clinton aux États-Unis. Donc il y a plusieurs. D'ailleurs, c'est étrange parce que je n'ai pas beaucoup évoqué cet aspect dans mon livre, mais j'en avais parlé déjà dans le précédent livre sur l'opération turquoise. On a retrouvé des troupes australiennes, canadiennes, etc., qui se sont retrouvées au Rwanda en 1994. Donc, on n'est pas dans une affaire où vous avez affaire à Kagame et quelques... Non, c'est Kagame et des grandes puissances. Et c'est pour cette raison que personne ne veut critiquer Kagame parce que ces grandes puissances soutiennent son action de déstabilisation. Et se retrouvent dans cette magouille. Tout le monde y trouve son compte. Voilà. L'une des faiblesses que j'ai retrouvées, je vais poser mes 2 dernières questions, dans cet ouvrage, c'est que vous dites plus de 10 millions de morts. Cette thèse, depuis de nombreuses années, est portée par plus d'un, pas que vous, mais vous n'avez pas réussi, contrairement à d'autres thèses que vous évoquez ici, à appuyer ce nombre de morts par des éléments de preuve. La particularité d'un bon chercheur, c'est l'humilité. Je ne prétends pas, ce que je dis, c'est pas la Bible, hein, j'apporte des éléments suffisamment sur d'autres choses. Donc, mon objectif n'était pas de travailler spécifiquement sur le nombre de victimes. Mon objectif, c'était d'expliquer ce qui se passe, pourquoi le peuple congolais est massacré massivement sur l'étendue de son territoire. Maintenant, si on veut débattre des questions de mort, du nombre de victimes, d'abord, je ne crois pas que le fait de diminuer ou d'augmenter le nombre de victimes change quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Bon, mais ceux qui ont envie de débattre de ça, moi je suis ouvert pour débattre de ça. Combien d'organisations internationales sont restées au Congo compter les morts depuis 1994? C'est la raison de ma question. Mais oui, mais c'est pas moi qu'il faut la poser. Est-ce que ces chiffres vous avez sont un mauvais exacts? interlocuteur. Non, vous avez un mauvais interlocuteur. Vous êtes chercheur. Ça se trouve sur votre livre. Vous dites plus de 10 millions de morts. Si vous voulez... J'ai le droit de vous poser des questions. Oui, mais la question de savoir, c'est sur quelle base? Je n'ai pas refusé cette question. Si vous dites que c'est le président Tshisekedi l'a dit, est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi n'a pas suffisamment d'informations et de faits pour étayer cela? J'ai été clair, monsieur Onana. Je dis que nous tous, Congolais, depuis de nombreuses années, mais c'est à vous, Congolais, de travailler. Donc, c'est à vous, Congolais, de travailler. Moi, j'ai fait ma part. J'ai fait le travail que j'avais à faire. C'est à vous, Congolais, maintenant, de tout faire pour déterrer là où il y a des fosses communes, de retrouver des fosses communes et de faire venir des médecins légistes et de travailler de manière à ce que vous puissiez avoir une comptabilité précise parce que les morts congolais sont au Congo. Ma dernière question, c'est l'attitude des autorités congolaises depuis toutes ces années. Ici, vous évoquez beaucoup d'extraits du discours du président Tshisekedi. Que doivent faire les autorités congolaises visiblement impuissantes face à ce complot de la communauté internationale? Je ne crois pas que les autorités congolaises sont impuissantes. Il y a probablement, comme je l'ai dit au Congo, des gens à l'intérieur de l'appareil sécuritaire congolais et peut-être l'appareil d'État qui entravent la volonté peut-être du président Tshisekedi, peut-être d'autres Congolais qui sont au sein du gouvernement, qui ont envie de travailler, et les forces qui travaillent
pour la déstabilisation du Congo et contre les Congolais sont à l'intérieur. Comme on dit souvent, quand le ver est dans le fruit, ça devient compliqué. Alors quelque chose qui paraît simple, vous savez, en 1940, et ça, c'est important pour les Congolais de voir l'histoire, parce que ce qui arrive au Congo est déjà arrivé à la France, où nous sommes là actuellement. En 1940, lorsque la France était occupée par l'Allemagne, il y avait des Français qui travaillaient contre les patriotes français. Il y avait des Français qui soutenaient l'action de l'occupant. Il y avait des Français qui étaient pour la domination de l'occupant sur le territoire français. Eh bien, il a fallu qu'il y ait le général de Gaulle et quelques patriotes qui se sont levés et qui ont mis un terme à cette histoire. Et je pense que cela peut aussi donner des idées aux Congolais pour dire qu'on ne peut pas accepter qu'un pays que dont nous avons toujours accueilli les populations, on ne peut pas accepter que ces populations-là viennent nous dominer chez nous, piller nos richesses, violer nos femmes et nos enfants, et on ne fait rien. Il faut agir. Holocauste au Congo, Charles Nana, auteur de ce livre intéressant, L'Omerta de la communauté internationale. Alors, question par rapport à ce sous-titre, trop loin, trop compliqué pour les opinions publiques européennes. Pourquoi je dis ça? Si les autorités occidentales, comme on dit, n'ont pas intérêt à le dire, leur opinion publique pourrait s'en émouvoir. Mais est-ce que le Congo est trop loin, trop compliqué pour elle? Non, à peu près 6 heures d'avion, 6 heures de vol. Trop compliqué? Non, pas du tout. C'est une histoire humaine. Si on considère que l'histoire humaine est compliquée, donc toutes les histoires humaines sont compliquées. Mais si on considère que les histoires humaines sont compréhensibles, tout le monde, ce qui se passe au Congo est compréhensible pour tout le monde. Est-ce que quand on dit qu'il y a des millions de morts au Congo, ce n'est pas compréhensible? Quand on dit qu'il y a des femmes violées qui n'ont fait de mal à personne, qui sont violées dans leur village, dans leur maison, est-ce que c'est compliqué à comprendre? Non, je ne crois pas. Ces pages de sang devraient faire la honte de l'Occident si elles daignaient ouvrir les yeux. Ça, c'est dans la préface du ministre de la Défense de la France 95-97, Charles Millon. Mais tout ce que vous condamnez, tout ce que vos rapports vous permettent de dire, c'est pour aboutir à quoi? À uniquement l'exploitation ou à une extermination programmée des populations locales ou à l'éclatement de la RDC? Les trois. Et l'extermination programmée? Oui. Ce qui se passe notamment dans l'Ouest, vous pensez que ça a à voir avec le Rwanda, avec cette politique? Bien sûr. Kwamut et autres? Mais écoutez, ceux qui ont envisagé de détruire le Congo, ils travaillent depuis près de 30 ans. Donc, il ne faut pas que les Congolais aient l'impression que le fait de signer un accord de paix, Kagame n'a jamais respecté le moindre accord de paix au Rwanda quand il travaillait, il négociait avec les Hutus. Il n'a jamais respecté un seul accord de paix. Donc, comment on peut penser que depuis 30 ans, qu'ils exterminent les populations à l'Est, qu'ils exproprient les populations congolaises, qu'ils s'emparent de leurs minerais, de leurs villages. Vous avez dit, on a vu tout à l'heure, dans les différentes informations, que le M23 s'empare des villages congolais. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont faire tout ça pour laisser les Congolais chez eux? Non, je ne crois pas. Puisqu'ils sont parvenus à chasser les Hutus du Rwanda, c'est-à-dire que des gens qui sont nés au Rwanda, grandis au Rwanda, vécus avec leurs parents et leurs grandes familles sur des générations, ils sont parvenus à les chasser de leur pays. Je ne crois pas qu'un pays aussi riche que le Congo, ils vont venir au Congo, faire la guerre pendant 30 ans et laisser les Congolais sur place. Le but, c'est quoi donc? Donner le Kivu au Rwanda ou donner tout le Congo au Rwanda? Ils veulent prendre les richesses, ils les prennent déjà, ils exproprient et exterminent les Congolais, ils le font déjà, ils veulent prendre le pouvoir, ils le prendront. Si les Congolais ne font pas attention, ils ont déjà failli prendre le pouvoir au Congo. Quand ils sont venus avec Laurent Désiré Kabila, l'objectif c'était de l'assassiner, ils l'ont assassiné, il a quand même été assassiné en 2001. Bon, Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, pendant toute la période où Joseph Kabila était au pouvoir, le Rwanda a fait ce qu'il voulait.
pendant cette période qu'on a eu les Nkunda qui sont devenus généraux, qu'on a eu le mixage. Au nom ça, c'était au nom de la paix. C'est ce que l'accord oui. entre Congolais prévoyait. Mais oui, mais sauf que les Congolais n'ont jamais eu la paix. Écoutez, Monsieur Ado Ayelo a dit lui-même. Ça, c'est pour ça que j'ai rendu public les documents de l'Union européenne, pour qu'au moins les Congolais voient comment on leur ment les yeux ouverts. C'est-à-dire que il dit lui-même, le représentant spécial de l'Union européenne, qu'on a accordé des places dans l'armée congolaise à ces miliciens en pensant qu'ils allaient respecter les principes et les accords signés. On constate qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements. Quand vous signez un accord avec quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, vous faites quoi? On n'en signe plus. Mais quand vous voyez la complicité internationale, certains disent, notamment au Congo et aussi au Congo, que c'est dû à la naïveté. Le président Tshisekedi avait signé des accords avec Paul Kagame. D'autres vont plus loin, à l'oisiveté de la RDC. Certains disent, le Congo est riche, mais n'en fait rien. Il a du diamant, il n'a pas de joaillier. Il a du cuivre, il les exporte à l'état brut. Est-ce que cette communauté internationale ne serait pas contre nous ou ne voudrait pas intervenir via Kagame, quelle place en République centrafricaine, quelle place au Gabon, que l'on voit au Congo-Brazzaville et ailleurs, jusqu'au Bénin, parce qu'il serait plus sérieux ou plus docile ou plus... Non. Vous savez, il y a un préjugé qui a la peau dure. C'est celui qui consiste à dire constamment que les Congolais ne sont pas sérieux, que les Congolais sont incapables, etc. Ce préjugé-là, moi, j'en ai marre de l'entendre. Sous le président Mobutu, qu'est-ce qui se passait en Afrique? On disait qu'on avait peur de la division spéciale du Congo, tous les pays de la région avaient peur de la division spéciale machin. On disait que le Zaïre avait des intellectuels de haut niveau, on avait des responsables au niveau de la classe politique qui étaient des gens très sérieux, très bien formés. Comment on peut nous dire aujourd'hui que le même Congo ne produit plus du tout des gens capables de faire quoi que ce soit? Vous constaterez que... Moi, j'en ai rencontré beaucoup de Congolais brillants dans différents domaines. Nous n'en doutons même pas, mais vous constatez que ce que l'on dit du Rwanda aujourd'hui, c'est ce qu'on disait du Congo de Mobutu d'hier. Oui, sauf que il y a une différence. Je n'ai pas l'impression que Mobutu est allé agresser des pays et piller leurs richesses. Je n'ai pas l'impression que l'armée zaïroise de l'époque passait son temps à aller massacrer des populations dans son voisinage. Même s'il y a eu des opérations militaires ici et là de temps en temps, mais qui relevaient des questions de géopolitique. Mais à aucun moment, on n'a vu ce que le Rwanda est en train de faire. On ne l'a jamais vu le Zaïre faire ça. Monsieur Onana, comment vous expliquez qu'un mois après sa sortie, ce livre ne se retrouve pas dans les librairies congolaises? Ah ben ça, c'est une bonne question que vous devez poser aux autorités congolaises. Moi, je serais ravi. J'ai fait ce livre pour le Congo et pour les Congolais. Mais moi, je serais ravi que ce livre soit entre les mains de tous les Congolais. Même ceux qui ne savent pas lire vont avoir des enfants ou des petits-enfants. Vous avez un éditeur. Ce livre a été sorti pour le Congo. Pourquoi vous et votre éditeur ne menez pas des démarches pour le faire parvenir aux Congolais? Tout ce que nous pouvons faire, c'est pas nous qui avons l'autorité de faire entrer le livre sur le... Il y a un problème, il y a un blocage. Ah, peut-être que... J'ai appris que vous avez déjà envoyé une partie, un stock de livres, mais qui n'est jamais arrivé dans les librairies congolaises. Je disais tout à l'heure sur le fait que le Congo est infiltré de partout. D'ailleurs, le terme infiltration est également utilisé par l'Union européenne, dit que le Congo est infiltré. Donc ce n'est pas un terme qui est inventé par les Congolais. Donc vous êtes bloqué. On bloque la vente de ces livres au Congo? Mais je crois que ceux qui n'ont pas envie que les Congolais comprennent, c'est qu'ils sont en train de préparer contre le Congo depuis 30 ans, ont plutôt intérêt à ce que le livre ne soit pas... Est-ce que les autorités congolaises soutiennent votre démarche?
Ben, écoutez, de ce que j'ai, des échos qui me parviennent, j'ai quand même l'impression que il y a beaucoup de gens au sein, parce que quand vous dites les autorités congolaises, je ne sais pas à qui vous faites allusion, mais il y a... Vous citez beaucoup le président ici, par exemple. Est-ce que... Non, je cite le président Tshisekedi pour des choses bien qu'il dit. Et là, je pense qu'il n'y a aucun Congolais, bon, même si je sais qu'il y a toujours des affrontements au Congo entre les opposants, mais quand il parle de refus de négociation avec le M23, moi, j'ai dit 2 fois bravo. Est-ce qu'il vous soutient? Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Vous lui avez envoyé un livre dédicacé? Oui, je lui ai envoyé un livre dédicacé. Vous avez eu un retour? Pour l'instant, pas encore. À part lui, aucune autre autorité, félicitations, encouragement, ou envoyez-nous des livres pour nos populations. Mais parce que la guerre est aussi communicationnelle avec le Rwanda. Oui, la guerre est aussi historique avec le Rwanda. Écoutez, nos populations doivent savoir. Oui, vous savez, j'ai reçu des félicitations des intellectuels congolais du Congo et de l'extérieur du Congo. J'ai reçu des félicitations de la population congolaise, des jeunes Congolais. J'en reçois tous les jours et je suis satisfait parce que ceux qui lisent le livre sont touchés par ce qui s'y trouve et je souhaite que ce soit la même chose pour tous les patriotes congolais. Parce que je pense que ce sont les patriotes congolais qui vont défendre le Congo. Ici, vous avez accès à toutes les tribunes? Ici, en France? Non, mais les réseaux de Kagame et de tous les autres m'interdisent, par exemple, de parler sur certaines chaînes de télévision françaises et sur les radios, même du service public. Monsieur Charles Nana, je vous remercie d'avoir accordé de votre précieux temps. Alors, quand on voit votre bibliographie, on voit plus d'une vingtaine de livres. Vous n'avez pas écrit que sur le Rwanda, vous n'avez pas écrit que sur le Congo. Il y a, on va dire, au moins un quart de votre œuvre qui, cependant, se penche sur le sujet. Vous êtes quoi, passionné par le Congo ou cultivez une haine contre le Rwanda? Non, moi, vous savez, la haine n'a jamais été quelque chose qui m'habite dans tout mon travail. Jamais j'ai eu des préoccupations de cet ordre-là. Je crois que, d'ailleurs, quand je suis rentré dans mon travail sur le Rwanda, j'ai toujours dit que si, quand j'ai par exemple enquêté sur l'attentat, j'avais dit si c'était le président Kagame qui avait été victime d'un attentat le 6 avril 1994, j'aurais fait exactement la même enquête. Parce que j'aurais considéré qu'il n'est pas normal qu'on assassine un chef d'État dans un avion. Donc, moi, je n'ai pas de haine. Bon, moi, je comprends que dans la région, les gens aiment la haine, ils aiment développer la haine les uns contre les autres. Mais moi, j'ai défendu Tutsi, Hutu, Congolais, tout le monde. Les gens qui sont pour la paix, pour les Congolais comme les Rwandais ne sont pas venus sur Terre pour être exterminés. C'est pas un projet de vie de venir sur Terre pour être exterminé. Donc, je considère que ceux qui ont cette vision et cette lecture des choses, mais le minimum, c'est que quand même on les dénonce, qu'ils soient critiqués et qu'ils acceptent d'être critiqués. Bon, peut-être que ça va les faire un peu évoluer parce que quand vous exterminez les gens, c'est quand même un niveau très primaire, C'est un comportement primaire. C'est un niveau qui va très loin et celui qui condamne cela prend le fait à ses risques et périls qui sont aussi importants. Oui, ça se passe comment, vous? Oui, mais avec eux, ça se passe comment? Quand vous critiquez les choses qui ne vont pas, parce que humainement, c'est inacceptable. Je pense que si M. Kagame, on exterminait sa famille, il serait pas content. Il dénoncerait, il critiquerait ce qui le ferait. Comment ça se passe entre vous et lui? Mais je me moque de ce qu'il fait, et de sa vie. Il ne m'intéresse pas en tant qu'individu. Comment ça se passe entre vous et le pouvoir rwandais? Mais je n'en sais rien, ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse. Ils font ce qu'ils font. Écoutez, moi je m'intéresse à l'action publique. Je m'intéresse pas à la vie privée, au comportement personnel des gens dans leur chambre. Non, ce qui m'intéresse, c'est la vie publique. Parce que la vie publique, c'est ce qu'on pourrait appeler ce qui nous rassemble. Vous voyez, moi je suis dans le rassemblement, pas dans la haine et les divisions. Donc, si vous faites quelque chose qui rassemble les gens, qui permet aux gens de s'épanouir, qui permet aux gens de prospérer, d'évoluer, écoutez, de progresser, écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous n'avez pas peur pour votre vie? Vous n'avez pas peur pour votre vie? Un journaliste congolais. Parce que dans ce livre, vous décrivez le puissant réseau de Paul Kagame et du pouvoir rwandais. Mais nul n'est aussi puissant sur Terre. Quand on est sur Terre, vous savez, le maréchal Mobutu, il croyait qu'il était puissant.
Vous avez vu comment il a fini. Jonas Savimbi à l'époque pensait qu'il était puissant. Vous avez vu comment il a fini. Donc, Monsieur Kagame, il peut penser pendant sa courte vie, comme toutes nos courtes vies sur Terre, qu'il est puissant, mais il aura peut-être le bonheur ou le malheur de constater qu'il n'est pas si puissant qu'il le pensait. Un journaliste congolais, Jacques Matande, a été exclu, renvoyé sèchement après une interview, longtemps après d'ailleurs, mais à cause d'une interview avec vous, de cette puissance du Rwanda pour votre propre vie. Pour votre propre, on va dire, travail, vous ne pensez ne rien risquer? Non, mais vous savez, en réalité, quand on fait ce genre de travail, quand on vient sur Terre, on prend le risque de venir sur Terre. Si vous venez sur Terre et que vous croyez que vous n'avez pris aucun risque, c'est pas la peine de venir sur Terre, allez chercher une autre planète. Mais la vie sur Terre est une vie de risque. Mais c'est surtout une vie passionnante. Parce que pour moi, dénoncer ce qui se passe au Congo, c'est passionnant. C'est agréable. Et je le fais avec plaisir. Personne ne m'a jamais forcé de le faire. Je ne gagne pas de l'argent en faisant cela. Au contraire, si vous défendez Kagame, vous gagnez des millions et vous roulez en jet si possible, parce que je connais des associations et des gens qui travaillent pour Kagame qui vivent assez bien. Donc c'est pas ça. Je pense que le fait de faire ce travail-là est important pour le Congo et pour les humains, parce que je ne crois pas, comme d'autres, que la vie des Congolais ne compte pas. Les Congolais sont des êtres humains. Et si certains considèrent que le coltan ou le cobalt est plus important que les Congolais, ce n'est pas mon point de vue. Monsieur Charles Nana, nous vous remercions. Je vous remercie.